Salut à tous, c'est Bourrichon, on se retrouve pour l'analyse de la 20e journée du top 14. Et oui, elle arrive un peu tard et je m'en excuse. Bref, ça sera un petit rappel pour vous avant la prochaine journée qui arrivera après ces quarts de finale de Champions Cup. Le premier match, c'était Toulouse qui recevait Pau. Bon, c'est un match où les Toulousains ils ont mis un peu de temps à rentrer dedans. Il y a eu une vingtaine de minutes où il y a 3-0 pour Pau, les Toulousains étaient imprécis, ils n'arrivaient pas à avoir de luant dans leur jeu. Il y a notamment 3 en avant qui sont effectués dans des situations de marque, et ça c'était pas habituel chez les Toulousains. Mais clairement, le tournant du match, ça a été la blessure de Simmons. Pau n'ayant pas prévu ce cas de figure, ils n'avaient pas mis de 10 remplaçants sur le banc, et donc c'est à tour de rôle Atisogbe puis Robson qui ont dû occuper ce poste. Et que ce soit l'un ou l'autre, les pauvres, c'est pas leur poste, donc ils étaient un peu perdus. Et par conséquent, Pau ne pouvait quasiment pas jouer que de manière collective. Et si on rajoute en plus le réveil des Toulousains qui commençaient à de plus en plus prendre confiance et être à l'aise dans leur jeu, c'était fini pour les Palois. D'autant plus qu'un certain Ange Capozzo était sur le terrain, et vu sa forme en ce moment, il était inarrêtable. Au final, le score est bien lourd. Je pensais pas que Toulouse allait mettre autant de points à Pau, mais ça s'explique pour moi à cause de ce tournant du match autour de la 20e minute. On enchaîne avec le multiplex, et il y avait d'abord Bayonne qui recevait Lyon. C'était un match qui était vraiment agréable à regarder, enfin franchement j'ai pris du plaisir. Pareil, je voyais un match plus serré que ça, je pensais pas que Bayonne allait prendre le bonus offensif face aux Lyonnais. Et les Lyonnais en fait, ils ont d'abord été trop attentistes sur le début du match, notamment sur le premier essai de Rouette qui arrive assez rapidement, où la défense est beaucoup trop attentiste. Et puis en fin de match, quand ils arrivaient à plus avoir le ballon, à plus tenir le ballon, il manquait de pragmatisme. Il y a eu quelques essais refusés, notamment un à Couillou de mémoire. Et c'est dommage, pour eux, parce que Bayonne du coup prend le bonus offensif, et si ils avaient marqué un essai, ça aurait fait un point en moins dans le classement, et on sait que la lutte pour le top 6 est hyper serrée. Bon, les Bayonnais, eux, ils se sont appuyés sur leurs avants qui ont été hyper actifs. On ne voyait que eux sur le terrain. Que ce soit défensivement, où ils ont mis une énorme pression sur l'attaque lyonnaise, ou même offensivement, franchement, ils se sont régalés. En démontre l'essai de Tatafou, où c'est la première ligne qui fait tout. D'abord Cormeunier, puis Bosch, et enfin Tevita Tatafou. Une dernière chose sur ce match, c'est le fait que j'ai bien aimé la fin, où c'était un peu le chaos, il n'y avait plus trop de structure, il y avait des turnovers dans tous les sens, des joueurs qui essayaient de jouer de partout, et franchement c'est le rugby que j'aime, qui est un peu déstructuré, c'est franchement très sympa à regarder. On continue avec Vannes qui recevait Perpignan pour le match de la peur. Bon, on a senti clairement deux équipes avec une grosse pression. Aucune d'entre elles ne voulait se dévoiler, c'était un jeu assez fermé et c'est tout à fait compréhensible. Et malheureusement, je suis désolé pour les Vannetais, je trouve que le score ne reflète pas le match. Perpignan aurait dû gagner et même ne pas laisser de points à Vannes. Je trouve qu'ils ont eu beaucoup plus de possession que les Vannetais et surtout de possession dangereuse. Ce qui fait que Vannes est resté dans le match jusqu'à la fin, c'est que Perpignan n'arrivait pas à marquer. Et ça, c'est un problème récurrent depuis le début de la saison, c'est que Perpignan, offensivement, il se trouve pas mal. Il y a eu notamment aussi pas mal de fautes dans les rucks avec plusieurs neckrolls, et ça, c'est vraiment des fautes à la con qu'on peut éviter. Et Perpignan peut se mordre les doigts là-dessus. Mais malgré tout, Vannes a été valeureux comme à chaque match. Ils méritent quand même ce match nul parce qu'ils ne prennent pas de points, parce qu'à l'inverse, ils sont plutôt réalistes sur très peu de possession, à l'image de l'essai de Tacola 5 minutes avant la fin. Mais bon, comme trop souvent cette saison, Vannes se saborde tout seul. Entre le carton jaune de Porsche sur le renvoi, l'essai et les pénalités qui font que Perpignan revient à égalité en 5 minutes, c'est juste pas possible. Depuis quelques semaines, Vannes avait fait l'effort de gagner, de nouveau y croire pour le maintien alors que tout le monde les enterrait, mais là je trouve que ce match peut laisser des plumes, et notamment mentalement. On continue avec l'ASM qui recevait La Rochelle. Bon, c'était un match où vraiment c'était deux équipes qui étaient malades, mais j'ai pas ressenti ça en regardant le match. J'ai trouvé deux équipes qui plutôt retrouvaient des couleurs. Bon, plus du côté de Clermont que du côté de La Rochelle, et je vais vous expliquer pourquoi. Bon, sur le match ça s'est joué devant, et à ce jeu-là, c'est l'ASM qui s'en est sorti, puisque la conquête a été bien meilleure que celle de La Rochelle. Bon, La Rochelle en touche, que ce soit Bourgarit ou Sutidze, c'était pas fameux, et notamment quand le Géorgien est rentré. Et puis en mêlée, c'est globalement Clermont qui a mis à la faute les Rochelais. Si on ajoute aussi une agressivité supérieure dans les rucks de la part des Clermontois, il y a notamment plusieurs contre-rucks pendant la deuxième mi-temps qui ont fait du mal aux Rochelais et qui ont amené des points pour l'ASM. Et globalement, le fait que Clermont avait plus de possessions dangereuses, de position dans les zones de vérité. Ce qui fait qu'ils ne prennent pas de bonus offensif, c'est parce que ils ont été un peu trop imprécis. Il y avait trop d'en avant dans des zones dangereuses, et c'est dommage parce que je pense que le bonus offensif était envisageable. Du côté de La Rochelle, bon, c'est une équipe qui joue pas bien depuis plusieurs mois, mais on va dire qu'on voyait plus les avants que les trois quarts. Mais sur ce match, c'est pas vrai. On a vu beaucoup plus les ailiers, à savoir Boss Morin et Teddy Thomas,
prendre des initiatives, être dangereux que les avants. Et je trouve que La Rochelle va quand même un peu mieux. La prestation est plus aboutie déjà que sur certaines défaites ou matchs nuls à domicile contre le Racing ou contre Castres. Enfin, dernier match du multi, c'était Montpellier qui recevait le Stade Français. Bon, clairement, c'est un match qui a eu deux périodes distinctes, opposées. D'abord, on a eu le Stade Français qui dominait les débats. Ils avaient même un jeu plutôt complet, que ce soit devant ou derrière. C'était pas révolutionnaire, mais par contre c'était complet, c'était vraiment cohérent ce qu'ils faisaient les Parisiens, et c'est normal qu'ils mènent assez logiquement 29-3 au bout de la 45e. Ce jeu complet, on peut le voir notamment sur le dernier essai de Ward à la 45e, où tout le monde joue juste, que ce soit avant 3 quarts, tout le monde joue juste, et donc ça fait un magnifique essai pour faire un énorme break. Mais bon, après ils se sont écroulés dans les règles de l'art. Bizarrement, c'est après donc ce fameux essai de Ward que le Stade Français a complètement lâché prise. Ils ont enchaîné les conneries, à savoir les jeux au pied direct, des en avant grossiers, la conquête qui s'est petit à petit délitée, et surtout une défense qui était bonne en début de match, puis complètement à la ramasse en seconde. C'est un relâchement qui pour moi n'est pas digne du top 14. Il y a notamment Léo Barré qui était à l'image de ce Stade Français, très bon en première mi-temps et plutôt dans la difficulté en seconde. Montpellier, eux, ils n'ont pas fait un match flamboyant, ils se sont juste réveillés en seconde période, ils ont profité de la faiblesse mentale du Stade Français, parce que sinon, ils étaient pas trop dans le match. Ils étaient peut-être dans le match jusqu'à l'interception de Marchand en première mi-temps, mais puis après, plus rien jusqu'à la seconde période. Le match du samedi soir, c'était Castres qui recevait Toulon. Bon, chaque équipe a eu ses temps forts. D'abord, c'est plutôt Castres qui a dominé en prenant le score assez rapidement. Ce qui m'a plu aussi du côté de Castres, c'est qu'il n'hésitait pas à tenter. Il y a notamment cette percée d'Arata qui amène son essai, et aussi cette passe au pied de Lebrun vers Rambadiang, peu académique, mais qui au final amène un essai. Mais en revanche, le RCT n'a jamais été distancé dans ce match. Je les ai toujours trouvés à la bataille, au combat. C'est juste qu'ils arrivaient pas trop à concrétiser leur temps fort. Et ça s'est réglé au fur et à mesure de la seconde période, avec notamment l'entrée du banc qui a fait beaucoup de bien, je trouve, aux Toulonnais. Cette équipe est vraiment en confiance, ça se voit aussi en Coupe d'Europe avec la branlée qu'ils ont mis au Saracens. Franchement, il va falloir faire attention aux Toulonnais parce que pour moi, c'est un candidat très 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 crédible, que ce soit au bouquet de Brennus ou à la Champions Cup. Bon, maintenant parlons du dernier essai qui est un peu litigieux. Pour moi, la passe, elle est en avant. Après, je peux comprendre que franchement, c'est très limite de revenir à la vidéo sur un essai aussi important. C'est normal, mais bon, ça fait chier. Mais pour moi, l'arbitre a pris la bonne décision. Ce qui me dérange un peu plus après, c'est derrière Jules Danglo sur la mêlée qui se fait avoir complètement. Avec les nouvelles règles, le 9 n'a plus le droit d'aller chasser le 9 adverse sur les mêlées. Et pourtant, il le fait, donc pénalité et victoire de Castres. Castres se retrouve un peu chanceux, franchement, comme souvent à domicile, mais ça montre aussi qu'une certaine solidité à domicile. Les matchs couperés comme ça, ils les gagnent. Et enfin, le dernier match était le Racing qui recevait l'Union Bordeaux-Bègles. C'était un match assez fou dans le scénario. Le Racing, ils n'ont pas réinventé le rugby pour gagner. Ils sont appuyés sur une défense plutôt solide, même s'ils prennent 5 essais. Globalement, sur l'homme, ils étaient assez solides. Après, ils se sont nourris des fautes en n'hésitant pas à prendre les points. Et surtout, grâce aux fautes de l'UBB, ils ont pu remonter le terrain et mettre la pression aux Bordelais. Et enfin, la conquête a été bien meilleure que celle de l'UBB, mais je vais y revenir. L'UBB, de son côté, je pense qu'elle peut s'en prendre qu'à elle-même. Je ne comprends pas qu'une équipe prétendante au titre de champion de France et de champion d'Europe ait une touche aussi catastrophique. Alors oui, ce n'était pas forcément le paquet d'avant titulaire, Romain Laterran n'est pas forcément le talonneur titulaire, mais quand même, je ne comprends pas qu'il y ait autant de faiblesse dans cette équipe. Parce que là, c'était à son paroxysme. Mais en vrai, c'est depuis le début de la saison que la touche ne fonctionne pas à Bordeaux. Il va falloir vraiment qu'ils règlent ça sur les matchs couperés. Parce que tu ne peux pas être champion avec une conquête aussi faible. Et c'est dommage, parce que dans le jeu, je les ai trouvés vachement meilleurs que le Racing. Et avec une conquête plus fiable, ils gagnaient, c'était sûr. Offensivement, avec la ligne de 3 quarts qu'ils ont, ils étaient à l'aise, notamment en seconde période. Même si parfois j'ai trouvé qu'il manquait un peu de vitesse, globalement, ils étaient meilleurs. Et c'est dommage, parce que j'ai l'impression que Bordeaux stagne un peu en ce moment. Ils n'arrivent pas à monter en puissance comme peut le faire Toulon ou comme le fait Toulouse depuis des années. Et ça peut peut-être coûter cher à cette équipe pour la fin de la saison. On passe maintenant au top et au flop. En top, j'ai commencé par le centre clermontois, Georges Moala. Tout simplement parce qu'il est implacable lancé, il revient à son meilleur niveau, il avait grandement manqué à l'ASM, et ça s'est vu sur ce match qu'il a été un patron en marquant notamment 2 essais. On continue avec Swan Cormenier, le pilier bayonnais, comme je disais, pour les avants de Bayonne, il a été partout, hyper actif, que ce soit en attaque, en défense, il est notamment intervenu sur l'essai de Tatafou, mais même il a été à fond pendant 75 minutes il me semble, c'est juste une performance
exceptionnel de la part du pilier bayonnais. En plus d'être dominant en mêlée, et j'allais oublier ça, tant sa performance dans le jeu m'a convaincu. Et enfin, le dernier top, c'est Ange Capuzzo, évidemment, parce qu'il est dans la forme de sa vie, et ça a fait chier qu'il se soit blessé contre Sale, parce qu'il revenait extrêmement bien, hyper dangereux en attaque, avec ses appuis et ses courses, franchement... Quel joueur. Les flops, maintenant, on va parler de Filippo Nakossi, l'ailier Vanté, tout simplement parce qu'il a fait beaucoup d'en avant sur son aile, et c'est dommage parce qu'on connaît sa capacité à éliminer des défenseurs. La défense a été moyenne, je trouve qu'il s'est fait souvent prendre, et offensivement, on l'a pas trouvé. Le deuxième flop, c'est Souad Rebadj. Déjà, je pense qu'il est fautif sur l'essai d'Arrata en mettant du temps à se relever et en laissant la porte ouverte pour le demi-mêlée uruguayen. Il a beaucoup parlé à l'arbitre, et ça, j'ai pas trop aimé ce comportement. Et puis, il a fait un en avant grossier sur une petite passe en +1 de Mezou. Franchement, il n'était pas très concentré sur ce match, j'ai trouvé. Et enfin, le dernier flop, c'est la Torade pour ses lancers ratés, évidemment. Au niveau du classement, Bayonne fait une très bonne opération en prenant maintenant 5 points d'avance sur Castres. Ils ont 9 points d'avance sur Lyon, qui est 7ème. Donc le top 6 se rapproche de plus en plus pour les Bayonnais. Et en bas, le Racing aussi fait une bonne opération en s'éloignant de la 13ème place. Pour ce qui est des pronos, on a d'abord Pau qui reçoit l'UBB, et je pense que l'UBB va se racheter en allant gagner à Pau. Castres-Vannes, pour moi, les Castrés vont gagner les Vannetais. Lyon-Montpellier, pour moi, pareil, c'est Lyon qui va gagner Montpellier. La Rochelle-Bayonne, c'est un match très intéressant, et je pense que La Rochelle va se réveiller et va mettre fin à cette mauvaise série qui dure de défaites, en gagnant Bayonne. Perpignan reçoit le Racing, ils se sont affrontés en 8ème de finale de Challenge Cup. C'est Racing qui a gagné avec une équipe de Perpignan qui n'était pas trop remaniée, et donc je pense qu'ils vont faire pareil. Le Racing va gagner à Perpignan. On a un match intéressant pour ce qui est de Toulon-Clermont, mais Toulon est tellement fort en ce moment que je pense qu'ils vont gagner Clermont avec bonus offensif. Et enfin, le Stade Français reçoit le Stade Toulousain. Pour moi, Toulouse ira gagner à Paris sans trop de problème. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, me mettre un like, m'écrire un commentaire et activer la cloche, c'est des petits gestes, moi qui m'aident beaucoup dans mon travail. Enfin bref, c'était Bourrichon, ciao ciao.